Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent. Nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Hervé, bienvenue à cette émission des Îles au Trésor. Cette semaine, nous découvrons l'île de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, une île habitée qui recèle plusieurs trésors cachés. Nous retrouverons encore nos chroniqueurs Mireille Poulain et Jean-David Viel. Mireille nous parlera du bagage des canards à l'île verte et Jean-David du commerce des Amérindiens sur les îles. D'une superficie totale de 143 km², Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est située en face de l'île verte, à 2 km de la rive sud. C'est la seule île habitée en permanence dans le Bas-Saint-Laurent. Moins d'une quarantaine de verdoyants y vit au rythme des marées, avec le vent, les oiseaux et le souffle des mammifères marins comme son ambiant. En été, la population fait plus que quadrupler avec les estivants et les nombreux touristes qui viennent chercher calme et repos sur ces 12 km de long par 2 km de large. Pour Léopold Fraser, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, ce sont ses racines. Je suis né en 1948. Alors, je suis quatrième d'une famille de 12 enfants. Dans le temps, lorsque j'étais enfant, on travaillait sur la terre. Avec mon père, les gens, il y avait de l'agriculture à ce moment-là, il y avait de la pêche. Alors moi, après mes études primaires, vers l'âge de 14 ans, j'ai été à Rivière-du-Loup comme pensionnaire pour faire mon secondaire. Je revenais passer les vacances d'été sur l'île et je travaillais avec mon père. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, souvent les dimanches après-midi, on venait ici parce que le bout d'en bas, là, il y avait des chalets, puis ça bougeait ici au bout d'en bas. Alors, on se donnait rendez-vous, puis tu vois, on venait se baigner ici dans l'anse, là, lorsque la mer montait. L'eau était froide, mais ça en valait le coup. On avait beaucoup de plaisir là, à venir passer des parties de dimanche après-midi ici à se baigner, puis à socialiser, là, comme on dit, au bout d'en bas. Les premiers habitants de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qu'on appelle aussi l'île verte, sont arrivés au 18e siècle. C'était un dénommé Peter Fraser, qui est mon ancêtre des années 1700. La population a augmenté graduellement. Au cours des années 50, là, il y avait au-dessus de 300 personnes à l'île. Ici, là, mon homme, on est carrément sur les terres de Peter Fraser. Je suis infirmier à l'île verte depuis le 19 octobre 2006. Et puis, c'est ça, je m'occupe de tout ce qui a trait en matière de santé, mettons, sur l'île verte. C'est un peu brousse. On arrive dans notre salle de traumatologie. Là, la mule est partie pour se faire mettre des pattes d'hiver. C'est sur des lails, puis on met l'unité de secours sur des skis. Et on a tout ça assisté par une équipe de premiers répondants efficace. Ça fait qu'on n'est pas en peine. C'est sûr que c'est la débrouillardise, puis
Puis des fois, on sait pas trop, mais ça a tout le temps bien viré jusqu'à aujourd'hui. Je m'ai acheté ça le premier printemps que j'étais ici parce qu'il n'y avait pas de moyen d'évacuation. Puis moi, en tant qu'infirmier, j'avais peur d'être pogné pour évacuer parce que moi, j'étais marin, puis ici, c'est une place à bateau. Et moi, j'étais Madelino. Ça fait combien de temps que j'ai fité dans le moule? Puis j'étais écœuré du système de santé et de sa déshumanisation. Ça fait que le bon Dieu a fait que je me suis retrouvé à l'île verte par la grâce de ma Suzanne. Oh, combien je suis heureux! Je suis Jean-David Viel, bienvenue à Écho du large. Aujourd'hui, l'île verte. C'est la configuration particulière de l'île qui permet aux gens d'y habiter. En effet, l'île, de par ses roches, est orientée de cette façon. Le côté nord, avec ses falaises escarpées, et sa forêt qui vont offrir un couvert, une protection contre les vents qui viennent du fleuve, contre les tempêtes de l'hiver, aux gens qui sont construits plus du côté sud. L'île a toujours servi de refuge aux populations humaines. Bien avant que les Français viennent coloniser le territoire, les Amérindiens pouvaient séjourner sur l'île et s'en servaient aussi comme point de transit pour rejoindre la côte nord. En effet, sur le côté sud du Saint-Laurent, on retrouve les Malécites, qui sont plus occupants de la Gaspésie, les Micmacs qui vont occuper le territoire central, Témiscouata et Nouveau-Brunswick, et plus au sud, nous aurons les Etchemins et les Abénakis. Il y avait des marchandises qui transitaient entre ces différentes tribus afin de leur fournir les éléments qu'ils pouvaient avoir de besoin. Par exemple, en 1663, le père Nouvelle, qui était en missionnage dans le Bas-Saint-Laurent, est arrivé à l'île verte et y a rencontré des populations amérindiennes. Ceux-ci s'étaient réfugiés sur l'île parce qu'on avait sur la côte sud une bande d'Iroquois qui était sur le sentier de la guerre. Le père Nouvelle, par la suite, a continué son périple jusqu'à ce qu'il y ait aujourd'hui Rimouski. Il a célébré une messe à l'endroit qui s'appelle maintenant Pointe-au-Père. L'un des premiers objectifs du grand colonisateur qui était Samuel de Champlain était d'établir des relations harmonieuses avec les populations qui habitaient le territoire. Ainsi, en 1603, il s'est rendu jusqu'à Tadoussac. À ce moment-là, on avait une grande fête pour fêter une victoire contre les Iroquois. Les groupes des tribus montagnaises, Abénakis et Micmacs s'y rencontraient. Champlain fut invité à rencontrer le grand chef montagnais, Anadabidjou. Il signa avec celui-ci une entente qui allait ouvrir les portes à une collaboration et à des échanges fructueux entre les deux nations. Incidemment, c'est peut-être cette entente qui permit, 5 ans plus tard, à Champlain de poursuivre son voyage sur le fleuve et d'aller fonder la ville de Québec. La chanteuse Chloé Sainte-Marie a découvert l'île verte avec son conjoint, le cinéaste Gilles Carle, il y a plusieurs années. Ah, ça s'est fait en 86, au moment où Gilles, on avait fait un film, puis avant la sortie du film, on avait envie de venir se reposer, puis on a rencontré quelqu'un sur la rue Prince-Arthur, à Montréal, qui nous a dit « Moi, j'ai une maison à louer à l'île. » Puis on est venu pour 10 jours, puis on l'a acheté. Ça a été aussi radical. C'est Jacques Fraser qui nous a traversés. Puis Gilles, il a eu une sorte de coup de foudre pour Jacques Fraser. Il est toujours resté très, très fidèle, très ami. Il trouvait donc intelligent, puis son humour, puis son... Je sais pas, c'est un être, Jacques, de... Comment on dirait ça, là? Qui aime le jeu ludique, puis qui joue des tours tout le temps. Puis, donc, puis il m'en a tellement joué des tours. J'ai travaillé 20 ans pour eux autres. Gosset a fait un petit peu de tout, là. Fait que les plates-bandes, le jardin, puis un lac qu'on avait fait au nord. Puis, même au talent, on a fait des tours de l'île en bateau. Puis l'hiver chez Pont-de-Glace, tout est dangereux, là, tout ça, à un moment donné, c'était assez mouvementé. Le chenal était à moitié ouvert, puis
Puis j'ai traversé c'était pas fort, puis un 24 décembre, à un moment donné, ça allait. Je les ai oubliés sur le pont. J'ai dit, venez vous aller, il y avait un skidoo. J'ai dit, je vais aller au-devant de vous autres. Mais je les ai oubliés, puis on restait, là, je pense, 3-4 heures là, sur le pont à m'attendre pour me dire, hop, c'est vrai qu'il faut que j'aille chez Gilles Carle. 11h, minuit à soir. C'était une chance qu'il faisait fret, mais il faisait beau. Alors, mon premier contact avec l'île, au fond, on pourrait dire que c'est Jacques Fraser. Mais avant Jacques Fraser, c'est la géomorphologie de l'île, c'est-à-dire bien, son profil qui est extraordinaire. Ça a l'air d'un esturgeon. L'esturgeon, c'est le poisson le plus vieux au monde. Puis l'île, donc, c'est un lieu sacré, malécite. Il y a eu des fouilles ici, puis il y a des ossements, il y a des cimetières malécites dans l'île. On ne sait pas où ils sont, mais ils sont là. Et donc, ça a été mon premier contact. C'était quand je suis arrivée au quai, de voir tous ces crans, ces tufs, le fleuve, puis monter cette côte. Mon Dieu, c'était déjà... moi, j'étais déjà addict avant déjà d'arriver dans la maison. L'île et ses gens ont vite charmé Chloé Sainte-Marie et Gilles Carle. Les gens, ben, comme l'île, c'est-à-dire en dehors du temps, en dehors des modes, en dehors des gna-gna, du cutisme, tu sais. Au fond, c'est l'île, c'est pas nous qui apprivoisons l'île, mais c'est l'île qui nous apprivoise. Alors, avec ses églantiers, ses fleurs à feu, ses marguerites et toutes les campanules, puis tu sais, toute la beauté de l'île. Le phare de l'île Verte est le plus ancien du Saint-Laurent. C'est de ce fait une attraction très courue qui attire de plus en plus de touristes de partout. Ah, mais moi, j'ai des souvenirs extraordinaires parce que je suis venue tourner ici pour le film de Charles Binamé, des scènes avec Gilles. C'était tellement magnifique. Alors, j'ai encore en mémoire ces scènes-là. Et le phare, ben, c'est Gilles qui était mon phare. En 2009, on a fêté le 200e anniversaire du phare qui est justement là, reconnu comme patrimonial. C'est un lieu historique. Moi, j'ai fait des photos cochonnes ici au phare avec Gilles. On a couvert tous les canons. Je suis étendue de tout mon long sur un des canons que tu vois, là. et puis, on s'est amusé parce que le phare vu à travers Gilles... En fait, là, c'était moi qui étais le phare de Gilles. Suite à une entente, Corporation des maisons du phare et la municipalité, les maisons du phare opèrent un gîte. Au début des années 70, le phare a été fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gardien au phare. Moi, j'ai connu le dernier gardien, Lindsay, Frédé de son petit nom. Encore son garçon, Jocelyn, que je vois assez régulièrement. Il est impliqué justement au niveau de la Corporation des maisons du phare. Puis ces gens-là nous ont raconté beaucoup au niveau de l'histoire du phare, puis nous raconte encore, Jocelyn nous raconte encore l'histoire du phare. Les canons servaient à faire un bruit pour avertir les bateaux avant qu'il y ait le criard au niveau du phare. Alors lorsqu'il y avait des bateaux qui passaient, alors il y avait des coups de canon qui étaient tirés dans le brouillard pour avertir les bateaux que ici, là, il ne fallait pas s'aventurer parce qu'il y avait des rochers, il y avait des couillons. Alors, c'était un bruit d'avertissement pour les bateaux. Les couillons dont parle M. Fraser, ce sont ces rochers plats que vous apercevez à l'horizon et qui étaient très difficiles à voir pour les capitaines de navires. Il était de ce fait dangereux de s'y échouer.
Il y a différentes façons d'entrer sur l'île Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dépendant de la saison. Au cours des dernières années, là, il y a eu quand même plusieurs changements. Alors, si on remonte un peu dans le temps, bon, l'été, bien entendu, c'était en bateau, là. Chaque propriétaire avait son petit bateau, des fois un peu plus gros. L'automne, lorsqu'arrivait la glace, le gel, c'était là, genre de canot à glace. Là. Quelques propriétaires avaient des embarcations légères, là, puis on pouvait traverser là, à travers les glaces. Pour la poste, par exemple, ça se faisait là, 3 fois par semaine, puis c'était dans des conditions assez difficiles. Lorsqu'arrivait le dégel, bien, ça recommençait au printemps avec les canots. Puis là, quand même, là, je dirais une trentaine d'années, il y a eu le service d'hélicoptère qui a été amené pour couvrir la période des glaces, la période de gel et de dégel. Jacques Fraser a été le premier à offrir un service de bateau-taxi pour transporter les gens d'une rive à l'autre. J'ai eu mon premier bateau-taxi en 88. Avant ça, tout le monde embarquait des petits bateaux un peu en praille, comme on disait. Là. Fait que Transport Canada, à un moment donné, se sont réveillés et ont dit que ça prend un service sécuritaire à l'île verte. J'étais là 4-5 ans avant le traversier. Fait qu'après, le traversier est arrivé. Fait que j'ai continué le bateau-taxi jusqu'à cette année. Là. Ça a l'air que cette année, c'est la fin du bateau-taxi. Ça coûte trop cher, puis aussi le temps aussi. Puis avec le nouveau traversier aussi, le bateau Peter Fraser, là, tout le monde, ils ont droit à 12 autos. Là. Fait que tout le monde embarque, ils viennent avec leurs autos à cette heure. Là. En 1990, bon, on a eu un premier traversier du nom de la Richardière qui a été subventionné par le ministère des Transports. Ce traversier-là a fait quand même un bon bout. Il a été remplacé là, v'là 3 ans par le Peter Fraser, qui est notre nouveau traversier sur lequel là, vous avez pu vous rendre sur l'île ce matin. François Harvey est l'un des 2 capitaines du Peter Fraser. Il nous parle des particularités de ce navire. C'est un nouveau concept, c'est un nouveau navire qui est diesel électrique hybride. Alors, c'est le premier navire en Amérique du Nord qui est conçu comme ça, avec un système de génératrice qui produit de l'électricité et un système en parallèle de batterie qui nous permet d'économiser du carburant. Jusqu'à 30 d'économie de carburant lorsqu'on est en mode hybride. C'est impressionnant comme navire. C'est un navire avec un tirant d'eau de 1 mètre seulement. Alors, c'est conçu spécifiquement pour l'île verte, faire la traversée entre Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et l'île verte. Parce que c'est à cet endroit, vous pouvez voir que là, présentement, on a de l'eau. La mer est haute, mais la mer va baisser et ça va s'assécher complètement. Le navire est conçu pour s'échouer. Alors, c'est chaud, OK. Puis, lorsque la marée revient, ça repart et on peut continuer à faire nos traverses. Il est conçu pour s'échouer. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et le système de propulsion également. Ce n'est pas des hélices conventionnelles, c'est des turbines de type shuttle, des pompes qui aspirent l'eau et l'envoient dans un diffuseur qui tourne à 360 degrés. Alors, chaque moteur est aux 4 coins du navire et avec ça, on a une combinaison de manœuvres infinie. On peut faire ce qu'on veut avec le navire. C'est un navire qui s'apparente beaucoup plus à je vous dirais, un navire qui... J'allais dire vaisseau spatial, mais c'est à peu près ça. C'est un navire qui combine tous les angles de manœuvre. Alors, on peut faire des 45, des 360, s'en aller de côté, d'avant, de reculons. Et c'est un navire amphidrome. Vous pouvez voir, c'est un navire qui il navigue du même côté. C'est le capitaine qui change sa chaise de direction pour pouvoir partir de l'autre côté. Alors, le devant devient le derrière devient le devant. Le Peter Fraser, c'est un fleuron. Ça a été le premier navire de ce type. Alors, ce navire-là a vraiment un bel avenir devant lui. Pour se rendre sur l'île, le traversier Peter Fraser emprunte un sentier qui doit être refait à la main chaque printemps. À la sortie du quai, où le traversier s'engage sur le fleuve, il y a une rivière. Il y a une rivière qui est la rivière verte, en fait, là. Puis, comme de chaque côté, il y a beaucoup moins d'eau, puis il peut y avoir des roches aussi. Alors, à chaque printemps, il y a quelqu'un qui, payé par
Transport Canada plante des balises de chaque côté de la rivière, puis le traversier, puis même les petits bateaux là, suivent la rivière là, en se basant là, sur ces balises-là. C'est des points de repère là, pour rester dans la rivière lorsqu'on sort, là, lorsqu'on quitte la rive sud. Puis à chaque automne, bien, les glaces, à chaque hiver, les glaces arrachent ces balises-là, puis il faut recommencer au printemps. Ici Mireille Poulain, bienvenue à la chronique Go Oiseau. Aujourd'hui, nous parlons du bagage de canard dans la réserve de la baie de l'Île Verte. Sur l'Île Verte, il y a le village qui s'appelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, mais en face, sur la côte, nous avons le village de l'Île Verte, L'-I-S-L-E, très différent. Et à cet endroit, nous trouvons la réserve de la baie de l'Île Verte. Cette réserve a été constituée pour protéger à la base le canard noir, qui est une espèce encore assez commune, mais qui est en déclin. Dans la réserve de la baie de l'Île Verte, à chaque année, au mois d'août, on organise le bagage de canard. Lorsqu'on capture les canards, on prend plusieurs données. En fait, on mesure le canard, on étudie son plumage et on lui pose une bague. C'est pour ça qu'on appelle ça une activité de bagage de canard. Cette bague-là comporte un numéro unique à chaque individu. Et on ne peut pas les voir là, aux jumelles, là, les numéros qui sont sur la bague. Ça, c'est fait expressément au cas où on recapturerait le canard. Et là, on pourrait savoir exactement c'est quel individu, quand il a été bagué. Donc, on peut avoir une idée de l'âge du canard. Et s'il il est recapturé ailleurs qu'ici, une autre année, on va voir en plus savoir quelle distance il a pu parcourir. Lors de notre visite, on a eu une belle surprise, un canard plongeur, non seulement plongeur, mais en plus assez rare dans la région. C'est le fulgule à tête rouge, un beau gros canard plongeur que nous étions ravis de rencontrer. Cette année, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de canards dans les cages. On va voir dans les prochaines années si c'est une tendance qui se maintient, donc si les canards sont à la baisse en général, ou si c'était simplement une mauvaise année. Cette activité de bagage, vous pouvez y participer, il suffit de réserver. Et vous pouvez faire comme moi et aller manipuler des canards et aller les relâcher. Il y a énormément de gens là, qui aiment être sur l'île, tant au niveau des villégiateurs l'été que des résidents permanents. Alors, certain qu'il y a l'aspect solitude, l'espace, un genre de tranquillité. Même, il y a des gens là, qui sont sur l'île à l'année. Des fois, là, qui sont contents lorsque l'automne arrive. À ce moment-là, il y a moins de touristes, il y a moins de villégiateurs aussi. Pour retrouver ce calme-là, cette tranquillité-là. Ça s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs, mais au fond, c'est Notre-Dame des Sept Bonheurs. Je m'appelle Marc Larouche. On est à la pointe de Rivière-du-Loup en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui nous parle aujourd'hui des parcs nationaux. On est chanceux parce qu'on en a deux dans la région. Effectivement, on en a un, dans le fond, que la réputation n'est plus à faire, qui est le Parc national du Pic. Donc, un parc qui est ouvert à l'année, 4 saisons, avec des activités magnifiques. Quand on parle d'activités aussi au parc, on parle du Pic Champlain, qui vous amène à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis, vous avez une vue tout à fait incroyable sur les îles du Pic et sur tout le fleuve aux alentours. Le parc du Pic est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a un autre parc qui est tout récent. Si on parle d'histoire de parc, c'est le parc national du lac Témiscouata, qui est aussi sur le bord de l'eau, mais cette fois sur le bord d'un lac. Et effectivement, le parc national du lac Témiscouata est sur le long du lac Témiscouata du maintenant. Et il y a seulement 3 ans. Donc, c'est un tout nouveau parc axé beaucoup sur l'archéologie. Il y a des fouilles qui sont faites sur le parc. Vous avez une magnifique piste cyclable également et tous les randonnées pédestres et plein d'activités de rabasca au crépuscule ou en canot dans les lacs et rivières qui sillonnent le parc. Tu parlais d'archéologie, c'est très intéressant parce qu'on peut même faire des fouilles sur le site. Oui, il y a des archéologues qui sont là et qui vous amènent pour une activité de 3 heures environ, faire des fouilles avec eux et puis découvrir peut-être, si vous êtes chanceux, quelques reliques.
La semaine prochaine, nous poursuivons notre périple sur l'île Notre-Dame des Sept-Douleurs, alors que M. Fraser nous présentera, entre autres, ses trésors cachés. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine et bon vent!